Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du lundi 15 septembre. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez passé un excellent week-end entre les gouttes de pluie. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. J'ai très souvent l'occasion de vous le dire et je continuerai, c'est le repas le plus important pour bien démarrer sa journée et être en pleine forme. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont le numéro va s'afficher. N'hésitez donc pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Thierry Barbary, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Vendée. Nous sommes revenus avec lui bien sûr sur l'actualité politique et économique. Nous avons également parlé d'intelligence artificielle puisqu'ils organisent jeudi soir au Cinéville une soirée consacrée à l'intelligence artificielle dans les entreprises en présence notamment du philosophe Raphaël Enthoven, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo pour aujourd'hui. Météo placée sous le signe de la grisaille. Dès ce matin, sur l'ensemble du département, les nuages sont bel et bien présents. Comptez 14 degrés minimum dans les terres, 17 sur le littoral. Dans l'après-midi, les nuages devraient petit à petit disparaître pour en laisser un peu plus de place au soleil. Comptez cette fois-ci 19 degrés dans les terres, 20 degrés sur la côte. On se tourne maintenant du côté des marées. Pour aujourd'hui, les horaires des marées du côté de la Tranche-sur-Mer pour commencer avec une basse mer à 4h et 16h34, pleine mer à 10h et 23h43. Petit coefficient ce lundi, 58 à 49. Au niveau du passage du Gois, la première basse mer était cette nuit à 4h08, la prochaine à 16h41. Pleine mer à 8h58 et 23h24. Coefficient identique, 58 à 49. Je vous rappelle bien sûr que la traversée du passage du Gois peut se faire 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h44 pour être précis. Il se couchera ce soir à 20h16. Nous fêtons aujourd'hui les Roland. Bonne fête donc à tous. Et puis un petit dicton pour démarrer la semaine. On dit qu'en septembre, pluie fine est bonne pour la vigne. Nous savons que les vendanges ont déjà débuté de manière précoce en Vendée. Nous verrons donc si la pluie tombée ce week-end notamment sera bonne pour les vendanges de l'année prochaine. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le journal. C'est un drame qui avait marqué l'ensemble de la Vendée et bien au-delà. Le 20 décembre 2024, Samira, 47 ans, mère de 3 enfants, a été tuée par son ex-mari devant son domicile à Saint-Jean-de-Mont. Un féminicide de plus en Vendée. Ce samedi, 300 personnes ont marché dans les rues de la ville pour lui rendre hommage. Une marche blanche organisée par son conjoint, Jati, qui lutte désormais pour la protection des femmes victimes de violences conjugales. Dans la foule, la famille et les amis de Samira, mais aussi des femmes et des hommes touchés par ce drame. Reportage Élise Blanchard. Je suis seulement passée de l'autre côté. Un silence plus fort que des cris. Une marche blanche sobre et digne pour dire l'injustice d'une vie fauchée. À travers Samira, c'est à toutes les victimes que Saint-Jean-de-Mont a rendu hommage. Un moment de recueillement, mais aussi un acte de résistance contre l'indifférence. Samira touchait toutes les personnes qu'elle croisait. Elle donnait de l'amour à toutes les personnes qu'elle voyait. Et le fait d'avoir autant de personnes en rassemblement, pour moi, c'est représenter ce qu'elle était. Je suis super satisfait, ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de monde. Après, je pense qu'il n'y a pas que simplement des gens qui sont venus pour Samira, mais aussi pour la cause. J'ai eu au départ de la marche certaines femmes qui sont venues me voir, qui ne connaissaient pas Samira, qui ne me connaissaient même pas et qui m'ont dit, même si on est venu parce que nous, on a été victimes de ça. Et justement, ça nous touche et on a envie que ça bouge. Cela fait presque 9 mois que tu es parti et que l'on t'a arraché la vie. Sur place, l'ex-compagnon de Samira ne cache pas sa révolte. Pour lui, c'est l'injustice d'une société qui n'a pas su protéger une femme menacée. Samira devrait être parmi nous aujourd'hui. Très sincèrement, si vraiment la justice avait fait son travail, Samira serait parmi nous aujourd'hui. Et pas que Samira. Et pas que Samira. La plupart des femmes qui avaient porté plainte et qui étaient vraiment en danger de mort, elles devraient être parmi nous aujourd'hui. Donc je trouve que c'est scandaleux d'avoir laissé ces femmes, voilà, se faire exécuter, puisqu'en fin de compte, on les a laissés se faire tuer par leurs compagnons ou ex-compagnons. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai problème, plus un problème de justice et de loi, parce que quand on se plaint de quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous insulte, qui nous frappe, c'est presque une normalité. Se faire insulter, c'est que le début. Se prendre une claque, c'est l'étape au-dessus. Et se faire tuer, c'est la finalité. Mais la violence doit être éradiquée à la base.
Parlez-moi comme si vous l'avez... Aujourd'hui en France, près de 140 femmes sont tuées chaque année par leur conjoint ou ex-conjoint, un chiffre qui d'année en année peine à reculer. Une autre marche blanche avait lieu également samedi à Sainte-Flève-des-Loups pour rendre hommage à Mathis. Ce jeune Vendéen de 19 ans est décédé en juillet dernier. Alors qu'il travaillait sur un chantier de réfection d'une route, il s'est retrouvé enseveli sous du goudron chauffé à 200 degrés. Malgré l'intervention rapide de ses collègues et des secours, il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Samedi, sa famille, ses amis et toutes les personnes touchées par ce drame se sont donc retrouvées sur les lieux de l'accident. Ses parents veulent désormais créer une association pour lutter contre les accidents mortels au travail. C'est pour l'honorer, parce que personne ne mérite de partir dans des conditions horribles comme il est parti. Et pour faire un déclic aux gens, que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres, tout simplement et purement. Et on ne remerciera jamais assez tout ce monde-là qui sont là pour nous soutenir, tous les messages qu'on reçoit. C'est vraiment, ça nous aide à essayer d'avancer. On est présent aujourd'hui sur cette marche pour Mathis, pour soutenir la famille. Une association a été créée il y a 3 ans maintenant, un collectif de familles en fait, un peu désespéré suite au départ des proches. Il faut savoir que quand ça vous arrive, vous êtes seul, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes abandonné d'une certaine société, puisque en France comme ailleurs, les accidents mortels au travail, ça ne doit pas arriver. C'est la faute à pas de chance, c'est tu, ça fait partie des faits divers et on passe à autre chose. Quand on sait qu'en France aujourd'hui on est à 3 morts par jour, qu'on est l'un des pays européens les plus mal notés, c'est un combat pour moi, ça nous aide à avancer et faire bouger les choses pour que ça n'arrive plus. Nous passons maintenant à un tout autre sujet. Prenons la direction de la commune du Poiroux. La médiathèque vient d'y être rénovée et rejoint le réseau des médiathèques de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Un réseau de 17 établissements avec une carte d'accès gratuite commune pour les adhérents. Cette mise en réseau permet aussi le partage de l'ensemble des documents des 17 médiathèques et également l'organisation d'une centaine de rendez-vous culturels durant l'année avec des concerts, des rencontres d'auteurs ou encore des expositions. Les bibliothèques, elles ont un rôle éminemment important. C'est le premier équipement culturel de proximité. On en trouve pratiquement dans toutes nos communes. La force de Vendée Grand Littoral, la communauté de communes, c'est d'accompagner cette vitalité au plus proche du terrain. Et effectivement, avec cette offre de qualité, on arrive à accueillir de plus en plus de personnes pour notre communauté de communes. En faisant une programmation éclectique, où on trouve finalement beaucoup de choses en termes de rencontres d'auteurs, de livres, d'expositions, d'animations, eh bien on capte un nouveau public parce que le but ultime, c'est vraiment de proposer une culture de qualité et de proximité. Nous avions avant une petite bibliothèque communale avec peut-être une centaine de livres, mais qu'on ne renouvelait pas assez souvent. Et l'idée de mettre en réseau toutes les médiathèques, pour nous, ça a été d'abord c'est beaucoup plus de choix, beaucoup plus une attractivité, et à proximité de l'école. Mais ça, c'était une idée super. On a augmenté le nombre d'abonnés, pas encore assez suffisamment à notre goût. C'est les jeunes, les adolescents qu'on a du mal à avoir. Toutes les médiathèques sont à peu près à 10% de la population. On est dedans, donc c'est super. Mais il faut encore en gagner. La mission locale Vendée Atlantique a ouvert grand ses portes jeudi dernier sur plusieurs de ses antennes, au Sables-d'Olonne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en passant par Chaland, Talmont-Saint-Hilaire, Moutier-les-Mauffais, Beauvoir-sur-Mer et également l'Île-Dieu. Une journée spéciale organisée pour mieux faire connaître ses missions, ses conseillers et l'accompagnement qu'elle propose aux jeunes de 16 à 25 ans. L'occasion aussi de célébrer un anniversaire important, les 30 ans de la mission locale, désormais reconnue d'intérêt général depuis le mois d'août. On a notre activité normale avec des ateliers de travail de recherche d'emploi, d'estime de soi. On a des points d'écoute psychologique aussi. On sait que le mal-être des jeunes peut être prégnant aussi ou de l'angoisse ou des choses comme ça. Donc on les aide à surmonter ces différentes difficultés. Et puis on a différents projets sur le maintien dans l'apprentissage. On sait qu'un jeune sur 4 décroche sur sa première année d'apprentissage pour des raisons qui sont autres que l'emploi et autres que l'orientation, des problématiques de logement, de santé, de mobilité. Et donc nous, on est là aussi pour travailler le maintien dans l'emploi. La mission locale accompagne plus de 2000 jeunes chaque année en Vendée en travaillant en étroite collaboration, notamment avec les établissements scolaires grâce à différents dispositifs. Avec le lycée, l'établissement Sainte-Marie,
On met en place depuis déjà 2 ans, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Avenir Pro, on met en place des ateliers auprès des terminales pro pour les compétences, le CV, la préparation aux entretiens d'embauche et même des simulations d'entretien d'embauche dans l'objectif de les préparer à la sortie. Pour ceux qui arrêtent après leur terminale, donc les préparer à la sortie et à la recherche d'emploi en fait, les accompagner au mieux dans cette période de recherche d'emploi après leur bac. Le parc du Puy du Fou fermera ses portes début novembre. En attendant, les équipes sur place restent pleinement mobilisées pour accueillir le public. Plus de 2 millions de visiteurs attendus dont il faut assurer la sécurité. Pour cela, près de 600 caméras sont installées dans le parc pour en scruter les moindres recoins. Pourtant, vous ne les voyez pas forcément car elles sont intégrées dans les décors notamment. Leur installation et leur entretien représentent un véritable travail de fourmi pour les 2 sociétés qui s'en occupent. Reportage de Élise Blanchard. Du ciel à la technologie, de la surveillance des animaux par volière à plus de 600 caméras pour protéger 2,8 millions de visiteurs par an. Depuis plus de 15 ans, le Puy du Fou s'appuie sur l'expertise d'Axis Communication et d'I3S pour garantir une expérience aussi spectaculaire que sécurisée. La particularité de Puy du Fou, c'est que les caméras ne doivent pas être visibles. En fait, les personnes qui viennent visiter le site ne doivent pas se sentir filmées. Donc en fait, elles sont toutes intégrées et vous envoyez pratiquement pas. Soit on les teinte, les caméras, soit il y a des totems. Elles sont carrément intégrées dans les totems. Il y en a qui ressemblent à des lampadaires. Donc vous n'avez pas du tout cette sensation d'être filmé, mais par contre il y a une vraie sécurisation. Ces caméras, elles permettent notamment à nos techniciens de pouvoir suivre en permanence ce qui se passe sur scène, notamment dans les angles qui sont morts pour eux. Dans leurs angles morts, ils peuvent avoir une visu sur une arrière-scène, ils peuvent avoir une visu sur un acteur qui est caché par un décor pour pouvoir être sûr que sa sécurité est bien assurée. Radio communication, caméra. Technologie de pointe, chaque détail compte pour protéger les visiteurs. On a à cœur de continuer à développer nos systèmes de protection électronique, tant par la vidéosurveillance que le contrôle d'accès, que l'intrusion, que le déploiement de nos contrôles auprès de nos visiteurs. Chaque visiteur qui rentre sur le site du Puy du Fou est contrôlé pour sa sécurité et la sécurité des autres visiteurs qui sont autour de lui. Ça passe par des équipes formées, des équipes qui sont en nombre et qui peuvent être pour certaines d'entre elles spécialisées pour faire en sorte que tout se déroule bien dans une journée d'exploitation. Aujourd'hui, des tests sont déjà en cours pour réfléchir à l'intégration d'un détecteur de fumée via les caméras. C'est la fin de ce journal. Je vous propose maintenant que l'on refasse ensemble un point sur votre météo pour aujourd'hui. Normalement, je dis bien normalement, pas de pluie attendue ce matin sur la Vendée, mais néanmoins des nuages qui sont assez présents. Au niveau des températures, comptez 14 degrés aux Herbiers et la Châtaigneraie, 15 à Montée-du-Vendée et La Roche-sur-Yon, 16 degrés à Fontenay-le-Comte, mais également Noirmoutier, Châlons et Beauvoir-sur-Mer, 17 degrés à l'Île-Dieu et les Sables-d'Olonne et 18 degrés du côté de la Tranche-sur-Mer. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous prenons la direction des Sables-d'Olonne, notamment du quartier de la Chaume et de sa côte rocheuse, où l'on retrouve le bassin d'Ombré. Un bassin qui se remplit avec de l'eau de mer grâce aux différentes marées, mais qu'il faut aussi entretenir. Il est vidangé régulièrement tous les 15 jours par les services de la ville, notamment pour en garantir l'hygiène. Regardez. Alors on vidange le bassin tous les 15 jours pour des raisons sanitaires, de qualité d'eau, puisqu'en fait c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau brute qui rentre dans le bassin, avec à la fois du sable, un petit peu de vase, des algues, et pour que les baigneurs puissent profiter de ce bassin dans une eau de qualité, on profite des coefficients de marée les plus importants, une fois tous les 15 jours environ, pour pouvoir vider totalement le bassin, le nettoyer, puisque c'est un bassin en béton, donc on profite des surfaces lisses pour pouvoir le nettoyer à haute eau, racler l'ensemble du fond et de renvoyer à la mer tous les sédiments qui ont pu être piégés durant 15 jours dans ce bassin.
Globalement, il y a 3 agents qui sont mobilisés. Donc il y a un agent qui conduit un engin qui va pousser les sédiments vers l'écluse, puisqu'il y a une écluse qui permet de nettoyer la totalité du bassin. Et 2 autres agents avec des lances à incendie qui vont finir de nettoyer à l'eau douce, cette fois, le bassin. Ils vont avoir ensuite environ 6 heures devant eux pour pouvoir nettoyer l'ensemble du bassin, refermer l'écluse et ensuite la mer, par surverse en fait, puisqu'on est sur des grands coefficients, va venir remplir de nouveau le bassin. Sur une année, on est sur un coût d'entretien à la fois pour sécuriser le site, puisqu'il y a des maîtres nageurs sauveteurs qui sont là 2 mois par an, plus les agents d'entretien qui interviennent pour la vidange, mais aussi des agents qui viennent installer l'écluse, puisque l'hiver, on enlève l'écluse. L'eau peut rentrer et sortir comme elle veut à partir du mois de septembre. Et puis ensuite on va remettre l'écluse au mois de juin. Donc lorsqu'on fait un bilan à l'année, ça coûte à la collectivité 27 500 €. C'est un ouvrage qui subit les assauts des vagues, qui est malmené parfois, et donc on a des travaux assez importants à réaliser sur cet ouvrage. On avait chiffré ces travaux environ 400 000 € pour refaire la digue et déplacer l'écluse, puisque l'écluse en fait subit les houles d'ouest, et donc elle est souvent dégradée. On voudrait la mettre plutôt vers le nord-ouest, où elle subirait moins l'assaut des vagues. On ferme la baignade, donc le bassin est fermé. Il y a des risques sanitaires, puisqu'en fait on est plus sur l'idée d'une piscine que sur une plage sauvage. Donc on a des mesures de qualité de l'eau, même sur nos plages. La plage urbaine est aussi, on surveille la qualité de l'eau, mais ici, vu qu'on est sur un espace clos, la qualité de l'eau peut se dégrader beaucoup plus rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des vidanges tous les 15 jours. Donc il y a un risque de contamination, un risque sanitaire qui peut entraîner des fermetures. On l'a vu par le passé, on a eu des périodes de fermeture assez longues parfois pour des problèmes bactériens principalement. Voici pour ce plus de l'info consacrée donc à l'entretien du bassin d'Ombré au Sable d'Olonne. Il est temps maintenant de parler de sport. Voici le journal des sports. Au programme du journal des sports de ce lundi 15 septembre, du football avec les résultats de National, mais aussi le 3e tour de la Coupe de France et également le début du championnat de National 2 en basket. Un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence avec du football. La Roche, toujours invaincue, recevait Bayonne pour la 5e journée de National 2. Le match a démarré fort avec 2 équipes très offensives. Plusieurs occasions franches de part et d'autre, mais à la pause, le score reste nul, 0-0. Au retour des vestiaires, Bayonne est parvenu à ouvrir le score, mais le but est refusé pour un hors-jeu inexistant. La Roche a continué de souffrir avant de reprendre le contrôle du ballon à l'heure de jeu et d'enchaîner les occasions, mais sans succès, avant que dans les dernières minutes, Alexis Arrojo surgisse pour offrir la victoire 1-0 aux Vendéens. La Roche enchaîne une 4e victoire en 5 matchs. C'était un gros match, c'est un match avec beaucoup d'intensité, un match avec du contenu, que ce soit pour les 2 équipes. Je pense que on a vu un bon match ce soir parce que les 2 équipes voulaient jouer. Donc il y avait du défi athlétique, il y avait un rapport de force qui s'est installé tout de suite parce que 2 équipes qui voulaient jouer, qui se projetaient sur le but adverse. Donc ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Ouais. On savait que cette équipe-là ne lâchera rien du début jusqu'à la fin. Donc on s'était préparé mentalement et c'est ce qui m'a plu ce soir, c'est que les joueurs ont répondu mentalement et ont été en capacité d'avoir du caractère et de tenir comme je disais tout à l'heure, sur la durée. Toujours en National 2, les Herbiers se déplaçaient à Poitiers et malgré l'ouverture du score de Jérémy Billy, les Vendéens ont dû se contenter d'un nouveau match nul, un partout après avoir été réduit à 10. Ce week-end se déroulait le 3e tour de la Coupe de France avec l'entrée en lice des clubs de National 3 et pour l'occasion, les Achards recevaient la Châtaigneraie 3 divisions au-dessus. Le match a démarré fort avec un but de Pierre Grelier après un cafouillage défensif dès la 4e minute. La Châtaigneraie a dominé mais n'est pas parvenue à faire le break avant la pause. En seconde
seconde période, c'est Grelier, toujours lui, qui provoque un penalty et qui le transforme à l'heure de jeu. Les Achards parviennent à réagir immédiatement et à réduire le score. Le suspense est relancé. Plus offensif, les locaux inquiètent plusieurs fois leurs adversaires, mais en fin de match, Grelier, encore lui, combine pour inscrire un troisième but. Score final 3-1 pour la Châtaigneraie. Une déception forcément, une déception parce qu'on perd. Maintenant, on prend ce premier but trop rapidement, on prend à 3 ou 4e minute je crois, sur un double dégagement qui est pas... Voilà, c'est une erreur, des petites erreurs individuelles et puis ça coûte cher. Après, on existe en tout cas dans le projet de là où on voulait aller, jusqu'à la mi-temps. Et puis on a ce but, ce penalty qu'on prend à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, je sais plus, 20 minutes je crois. Maintenant, je suis fier de mes gars, ils ont été solides, on les a inquiétés sur quelques situations, donc ils étaient plus forts. Au total, 14 clubs vendéens étaient encore en lice ce week-end pour le 3e tour de la Coupe de France. Les résultats complets seront à retrouver dans 85 chronos. Passons au basket avec le début du championnat de National 2. Montaigu recevait Bordeaux. Le début de match a été difficile pour les Vendéens, rapidement menés, mais ils ont bien réagi en fin de premier quart-temps pour passer devant. Si le deuxième quart-temps a été équilibré, c'est une série de 9 points qui a permis à Montaigu de garder l'avantage à la pause, 40-38. Au retour des vestiaires, Bordeaux a haussé le ton et même si Montaigu s'est accroché, les Bordelais ont fait la course en tête jusque dans le dernier acte, où Montaigu a craqué. Bordeaux en a profité et s'est logiquement imposé 78-67. Dans l'ensemble, on fait un match assez cohérent. On fait une bonne première mi-temps, on est solide. Deuxième mi-temps, un peu plus compliqué. On manque d'adresse. Défensivement, on a réussi à corriger certaines choses. Après, on laisse beaucoup de rebonds. Après, ça joue sur des petits détails. Mais dans l'ensemble, la copie est intéressante, mais pas suffisante. On n'a pas sombré, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Parce que quand on part à -11... c'est pas facile, donc là on a su montrer du caractère. Donc aujourd'hui, moi je suis quand même satisfait de ce que mes gars ont fait. C'est encourageant pour la suite. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end. Merci Paul Deswatines pour ce point complet sur l'actualité sportive du week-end. Et à ne pas oublier également en termes de sport aujourd'hui, ce sera ce midi l'entretien aujourd'hui avec Daphné de Gambecker, la Vendéenne médaillée de bronze au championnat du monde de Pirogue. C'était cet été, ce sera donc ce midi. Je vous propose maintenant de faire un point sur les prix des carburants, comme tous les lundis, où trouver le carburant le moins cher en Vendée. Rendez-vous ce matin donc dans 2 stations du Poiré-sur-Vie pour le samplon 95 à 1,59 € et 1,60 €. La moins chère, c'est le Poiré-sur-Vie, la station Netto. Et puis pour le 1,60, c'est la station, il me semble, du Super U. Belvigny, 1,61 €. Donc en ce qui concerne le diesel, il est le moins cher au Boupère, à la station Intermarché, 1,54 €. C'est le cas également à Benay, 1,54 € là aussi. C'est également la station Intermarché. Et puis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la station Leclerc, 1,55 €. Je vous propose maintenant qu'on retourne faire un petit tour quelque part en Vendée pour faire un petit point sur la météo, direction Tiffauges désormais avec le château médiéval de Tiffauges. Et il fait plutôt très beau, grand soleil du côté de Tiffauges. J'ai l'impression ce matin les nuages semblent s'être dissipés. C'est plutôt bon signe pour le reste de la journée. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez, comme tous les jours, répondre à une petite question que nous vous posons. Pour y répondre, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook de TV Vendée où elle a été postée. Vous répondez en commentaire. Là, voici la question du jour. Nous vous demandons tout simplement comment vous avez profité de votre week-end en Vendée, entre rendez-vous sportifs et événements culturels, et entre les gouttes de pluie également. Racontez-nous tout simplement votre week-end. Il est temps maintenant de passer à Café Cuisine. Et avant de passer à la question de cette semaine, bravo à Lucie qui a remporté le jeu de la semaine dernière. Nous cherchions le nom d'un étang installé à Talmont-Saint-Hilaire et qui a été transformé en zone humide. Et bien cet étang, c'était l'étang de la Mine. Lucie donc remporte le coffret, oui, effectivement, des cosmétiques Royer. Bravo à elle qui habite du côté de Mauléon dans le Maine-et-Loire. A gagné cette semaine 2 packs Aventure Action offerts par le parc du Grand Défi à Saint-Julien.
Vendée-Lans avec plusieurs activités au choix comme de l'acrobranche ou encore du paintball. Pour espérer remporter ces 2 packs, eh bien, il faut trouver la réponse à la question que voici. Quel est le nom du nouveau collège de Talmont-Saint-Hilaire? Et voici le premier indice de la semaine. Ce nouvel établissement a ouvert ses portes à la rentrée 2025. Je répète, ce nouvel établissement a ouvert ses portes lors de la rentrée 2025. Je vous rappelle le principe, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous y retrouvez la question, l'ensemble des indices jour après jour et vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et repartir peut-être avec ces 2 packs. Donc aventure, action pour le parc Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain à partir de 7h. Je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.